Bonjour à tous. Merci donc au comité scientifique des GILA et merci à l'ASFAR donc pour cette invitation à venir vous parler d'un sujet qui vous intéressera peut-être, à savoir comment titrer la pression de fin d'expiration positive et surtout comment faut-il ou non le faire. Alors juste, je teste le truc. C'est bien ce qui me semblait, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre le diaporama? C'était pour être sûr que tu finisses à l'heure. Ça marche ou pas? Non, ça ne marche pas en fait. Comment c'est-il que ça se fait-il? Là, ça passe? Ah ouais, là, ça passe. Alors, en fait, faut pas toucher au mulot, en fait. OK. Donc, merci à tous, vraiment, très sincèrement, pour votre invitation. Et donc, on va parler un petit peu de PEP. Brièvement, je vous déclare mes liens d'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une bêtise, déjà? Vous m'entendez pas, c'est ça? C'est ça. Je peux m'approcher. C'est mieux. Donc je vous déclare mes liens d'intérêt. Effectivement, j'ai le plaisir de travailler avec quelques industriels. Donc de fait, mon propos sera peut-être à prendre avec des pincettes. Non, c'est une blague. Vous voyez, je travaille effectivement avec des fabricants de ventilateurs, mais c'est rien qui devrait perturber ou en tout cas corrompre le message que je vais vous passer cet après-midi. Alors je crois qu'il est surtout une très bonne nouvelle. Pour les vieux comme moi, comme encore plus pour Jean-Michel, parce qu'il est beaucoup plus vieux que moi, évidemment. Quand on a débuté l'année CRA, alors ça fait peut-être sourire les plus jeunes qui sont dans la salle, mais le standard de soins à l'époque, en tout cas au bloc opératoire c'était le cas, c'est sûr, c'était de mettre 0 de PEP. Dès lors qu'on voulait mettre 1 ou 2 cm d'eau, on se prenait immédiatement une petite tape sur le bout des doigts ou pire derrière la tête, disant « tu es un criminel, il ne faut pas mettre de PEP au bloc opératoire ». Et pendant des années et des années et des années, en fait, les patients ont été ventilés au bloc opératoire avec 0 de PEP, ce qu'on appelle la ZIP, quoi. Et puis, donc, il a fallu évidemment de la recherche, des études qui ont montré que non seulement ce n'était pas délétère, mais que c'était surtout profitable pour les patients. Et en 2019, les recommandations qui ont été publiées dans le BJA ont inscrit une bonne fois pour toutes, en toutes lettres, que la ZIP n'était plus recommandée. Et donc, la nouvelle génération, enfin en tout cas les générations à venir, probablement que ça ne nous viendra plus à l'idée, je l'espère en tout cas, que de ventiler des patients avec 0 de pression de fin d'expiration positive, parce que ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas une sécurité, au contraire, même c'est prendre un risque particulier aux patients. Alors je sais qu'il y a certains chirurgiens qui sont très friands du 0 de PEP, je ne sais pas si certains d'entre vous font de la chirurgie hépatique ou sont passés dans des stages en chirurgie hépatique. On retrouve encore de temps en temps des chirurgiens qui défendent l'idée que ça va augmenter ou majorer la pression dans la veine cave, donc dans les veines sous-hépatiques, donc majorer le saignement. C'est une énorme boulette. Et accessoirement, ça risque de favoriser le développement de complications pulmonaires et mettre les patients dans des situations que l'on ne souhaite pas. Donc, retenons tous qu'au moins, une bonne chose, on ne met plus 0 de pression de fin d'expiration positive. Alors ça ne répond pas à la question de faut-il titrer la PEP, mais c'est déjà une énorme marche en avant par rapport, encore une fois, à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Donc je vous l'ai dit, les recommandations, elles ont été publiées en 2019. Alors il y a eu beaucoup d'études. Une d'entre elles est l'étude IMPROVE, qui a participé avec d'autres, en tout cas, à créer le rationnel, en tout cas le substrat physiologique et les données cliniques support pour montrer que de régler son ventilateur d'une certaine façon, ce qu'on appelle aujourd'hui une stratégie de ventilation protectrice, mais on en reparlera, ça peut permettre de contribuer, c'est pas que ça, mais contribuer à diminuer un peu les complications pulmonaires post-opératoires. Et dans ce travail, vous voyez que par rapport à une stratégie contrôle, qui était encore une fois à mettre en perspective avec ce qui était le standard à l'époque, 10 à 12 000 kg de volume courant, pas de PEP, pas de manœuvre de recrutement, une stratégie qui déjà à l'époque, vous voyez, utilisée, alors ça marche pas, je suis désolé. Mais à l'époque, la PEP n'était pas fixe, c'était une PEP qui était personnalisable entre 6 et 8. Quand on faisait ça, petit BT, PEP modéré et manœuvre de recrutement, on améliorait de façon assez probante le pronostic jugé sur les complications pulmonaires post-opératoires. Alors, de fait, maintenant, on parle de ventilation protectrice. C'est vrai, évidemment, en réanimation chez les patients qui sont sévèrement atteints, qui ont des pneumonies, qui se présentent sous forme d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou non, mais c'est également le cas au bloc opératoire. Mais finalement, la finalité, elle est la même. La finalité, c'est d'essayer de limiter
toutes les lésions qui pourraient potentiellement être la conséquence d'un réglage de son ventilateur qui ne serait pas approprié, et par là même donc, de diminuer les lésions pulmonaires induites par la ventilation, le barotrauma, le volutrauma, le tectrauma, le biotrauma et l'ergotrauma. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, aujourd'hui en tout cas. L'idée, c'est que pour faire ça, on va baisser son volume courant, on va en rediscuter, on va mettre une pression de fin d'expiration positive en parallèle. Ça, c'est vraiment les deux piliers de la stratégie de ventilation. On met une PEP en parallèle d'une diminution de son volume courant, et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Évidemment, il ne faut pas baisser son volume courant si on ne met pas de PEP en parallèle. Et puis, on va surveiller un certain nombre d'informations, de paramètres qui sont disponibles directement sur le ventilateur, la pression de plateau, la pression motrice, et puis pour les plus modernes d'entre nous, également peut-être aller surveiller la puissance mécanique. Mais finalement, ça n'est que ça, faire une stratégie de ventilation protectrice, c'est faire attention à la façon dont on va régler son ventilateur. Alors, ça ne se suffit pas en soi pour limiter les complications et améliorer le pronostic des patients. C'est vrai au bloc opératoire comme en réanimation. Il faut faire attention aussi à la façon dont on va gérer les apports liquidiens, ne pas inonder les patients, ça va de soi. Et puis, alors plus pour la réanimation, pour des patients qui seraient ventilés pendant plusieurs jours, attention également à la façon dont on va gérer la sédation. Et c'est vraiment un couple ou un duo sédation-ventilation qui doit être pris en considération. Alors pour en revenir plus spécifiquement à la question de la pression de fin d'expiration positive, je vous ai dit on est passé par une étape où on ventilait les patients avec des volumes courants qui étaient un peu élevés, de l'ordre de 10, 12, voire 15, 20 même millilitres par kilo de poids idéal théorique dans certaines études, à une stratégie qui consiste à baisser son volume courant. Si on ne fait que ça, baisser son volume courant, mais qu'on n'adapte pas le niveau de pression de fin d'expiration positive en parallèle, alors certes, on va limiter un petit peu le risque de distension téléinspiratoire, conséquence de l'excès de volume courant, mais on ne va pas pouvoir régler de façon efficace la question de l'atélectrauma. Et quand vous regardez, alors la présentation, elle est forcément un petit peu caricaturale, mais quand on ne fait que baisser son volume courant et qu'on ne met pas en parallèle la pression nécessaire pour éviter le collapsus et pour permettre de réouvrir les territoires qui sont collabés, on ne va faire que ventiler finalement une zone de poumon qui est correctement aérée, mais on ne va pas s'intéresser à la réouverture des zones qui sont collabées. À l'inverse, ou en complément, si on fait ça, cette baisse de volume courant, mais qu'on met en complément un niveau de PEP qui est excessif, cette pression de fin d'expiration positive peut également contribuer à un certain dommage, en contribuant à de la distension également du fait de ce niveau excessif. Et donc, on comprend assez simplement que ça ne va pas être aussi simple que ça. En tout cas, ça ne pourra pas être trop peu, mais ça ne pourra pas être trop de pression de fin d'expiration positive. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut adapter au mieux la stratégie. Alors, de fait, quand on parle de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique, une façon d'aborder le problème, c'est celle du stress et du strain. Le stress, si vous voulez, c'est l'étirement, et le strain, c'est la déformation en lien avec l'étirement au moment de l'insufflation et de la ventilation. Le strain, donc ce que vous voyez sur la formule en haut à droite, c'est directement dépendant du volume courant, mais également dépendant du volume dans lequel le VT va être délivré. Donc ça va dépendre du VT, ça va dépendre de la PEP, mais ça va dépendre également de la capacité résiduelle fonctionnelle ou de EELV, qui est l'end expiratory lung volume. Et donc, on comprend que pour diminuer le stress et donc la déformation, il va falloir peut-être baisser son volume, mais également essayer de corriger au maximum, en tout cas, le volume dans lequel le volume courant va se délivrer. Et ça ne pourra être fait qu'en réfléchissant à de la réaération de zones qui sont collabées, donc peut-être par des manœuvres de recrutement alvéolaire et par l'application en parallèle d'une pression de fin d'expiration positive. Mais encore une fois, la stratégie ne peut pas se résumer à une simple modification, à une simple baisse de son volume courant. Alors les recommandations, elles nous ont dit quoi? On va y revenir, mais les recommandations, elles nous ont dit en 2019 qu'il fallait individualiser le réglage de la pression de fin d'expiration positive, l'objectif étant d'éviter une majoration de la pression motrice, on y reviendra juste après. Mais c'était déjà l'idée qu'il fallait individualiser son réglage, et donc par là même qu'il n'y a pas une valeur unique qui pourrait satisfaire à 100% des patients que l'on va brancher ou connecter à un ventilateur. Alors des études qui ont essayé de tester l'idée de différents niveaux de PEP fixe. Donc encore une fois, quand on parle de PEP fixe, c'est la même pression de fin d'expiration positive qui sera appliquée chez tout le monde. Il y en a un certain nombre qui ont testé des valeurs hautes versus des valeurs basses. Elles aboutissent toutes au même résultat, à savoir on ne répond pas à la question qui nous est concrètement posée. Alors les deux plus connus
peut-être, ce sont les études Provilo et l'étude Probez. L'étude Provilo, elle était construite et imaginée sur une population de patients opérés de chirurgie abdominale, patients non obèses. Et vous voyez, en haut, ils ont testé 2 niveaux de PEP. C'est soit 12 cm d'eau chez tout le monde, soit 2 cm d'eau chez tout le monde. En fait, ce n'est pas vraiment 2. En fait, ils demandaient au docteur de mettre 0 sur le ventilateur. 2 cm d'eau, c'était la pression qu'il y avait dans le circuit de la machine. Mais donc, c'était, si on est très, très simple, 2 versus 12. Et ils n'ont pas mis en évidence de différence sur le critère de jugement principal, qui était des complications en post-opératoire. La même équipe a fait quelques années après l'étude Probez. Donc c'est vraiment le même design, mais appliqué cette fois-ci à une population de patients obèses. Et encore une fois, quand on compare des niveaux fixes de PEP haut versus bas, et là, ce n'était pas 12 versus 2, c'était 12 versus 4, mais la finalité est la même. On ne change pas, on n'impacte pas significativement le pronostic en termes de réduction des complications pulmonaires post-opératoires, quelle que soit la sévérité de l'insuffisance respiratoire, qu'il s'agisse d'insuffisance respiratoire légère, modérée ou sévère. En post-opératoire, il n'y a absolument aucune différence et pas de bénéfice à mettre systématiquement une PEP élevée comme mettre une PEP basse chez tous les patients obèses. Toutes ces études, en tout cas ces 2 dont je viens de vous présenter les résultats, ont également eu au moins le mérite de mettre en avant une information, une notion qui me semble en tout cas extrêmement importante, c'est que quand on fait ça, quand on monte sa pression de fin d'expiration positive, de fait on va monter la pression à l'intérieur du thorax, donc on va gêner le retour veineux et ça va avoir une répercussion potentielle en termes hémodynamiques avec une chute du débit cardiaque, possiblement une chute de la pression artérielle. Et il n'est pas surprenant, particulièrement quand on ne fait pas d'optimisation hémodynamique en parallèle, ce qui n'était pas le cas de ces 2 études, ce qui était le cas de ces 2 études, d'objectiver un peu plus d'hypotension chez les patients qui bénéficient d'un niveau de PEP élevé et un peu plus de recours aux vasopresseurs également. Donc un autre message, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter après si vous le souhaitez, c'est quels que soient les choix que vous ferez en termes de réglage de votre pression de fin d'expiration positive, et évidemment encore plus si vous devez réaliser des manœuvres de recrutement alvéolaire, je parle aux plus jeunes et aux moins jeunes peut-être, faites gaffe à l'hémodynamique, parce que de fait, quand on monte la pression dans le thorax, on va gêner le retour veineux, ça c'est une certitude, d'autant plus que votre patient il est hypovolémique. Et qu'on soit au bloc opératoire ou en réanimation, encore une fois, l'optimisation de la ventilation elle ne peut pas être dissociée de l'optimisation sur le plan hémodynamique. Et donc, si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des catastrophes avec des chutes de pression artérielle, des chutes de débit cardiaque. Donc, attention à la façon dont le réglage peut avoir un impact sur l'hémodynamique du patient. Ce que je viens de vous dire est également vrai en réanimation. Il y a des études qui ont testé PEP fixe versus, enfin, haut niveau de PEP fixe versus bas niveau de PEP fixe chez des patients en réanimation, donc ventilés pendant plusieurs jours. Là, c'était des patients qui devaient rester ventilés au moins 24 heures. Il n'y a pas de différence. C'était une étude de non-infériorité. Et la non-infériorité du bras basse PEP a été démontrée par rapport au bras entre guillemets haute PEP, puisque comme vous le voyez, le bras haute PEP recevait quand même une PEP de 8 cm d'eau. On ne peut pas complètement qualifier ça de très haut niveau de PEP, mais en l'occurrence, il y avait une différence entre les 2 bras. Donc ça ne change pas le pronostic. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On ne peut pas imaginer appliquer la même stratégie chez tout le monde. On ne peut pas imaginer appliquer le même niveau de pression de fin d'expiration positive chez tout le monde. Et c'était ce qu'on avait modestement essayé de mettre un petit peu en exergue avec Thomas Godet dans un éditorial qu'on nous avait commandé pour l'une de ces études. Elles sont très bien faites méthodologiquement. Ces études, il n'y a absolument aucune critique. Elles sont vraiment très, très élégantes sur le plan méthodologique, mais elles comparent juste très haut versus très bas ou petite dose versus très haute dose, et elles ne permettent absolument pas de répondre à la question de qu'est-ce qu'il se passerait si mon patient il avait juste besoin d'une dose de PEP, en l'occurrence qui serait pile poil entre les 2. Donc ça ne permet pas de répondre complètement à la question qui est celle qu'on se pose au quotidien. Donc je vous propose qu'on passe assez vite sur ces études et sur cette méthodologie. Et donc l'idée c'est de personnaliser ou d'individuer le réglage de la pression de fin d'expiration positive, et de fait ça va inclure la nécessité d'une titration, puisque personnellement, je ne sais pas si vous savez faire ça, mais je ne sais pas dire a priori quel est le niveau de pression de fin d'expiration positive dont on va avoir besoin monsieur X ou madame Y sur les simples caractéristiques morphologiques qui sont les siennes. Alors il y a quand même quelques études qui ont fait ça, je vous en présente 2, une qui a été conduite en chirurgie abdominale, l'autre en chirurgie thoracique, mais elles ont été réalisées par le même groupe. Il y a d'autres études, c'est un choix personnel de ma part. C'est le groupe PROVE, qui est un groupe barcelonais de Carlos Ferrando, qui a fait ces 2 études. La première, c'est l'étude iProof, comme son nom, le nom du groupe le laisse penser, donc une étude multicentrique, randomisée, contrôlée, méthodologiquement très bien faite. Si je devais faire un reproche méthodologiquement à l'étude, c'est qu'elle a
évalué différentes stratégies. Il y a ce qui est de la prise en charge et du réglage du ventilateur pendant la chirurgie. Donc vous voyez, ils ont comparé un groupe OLA, donc Open Lung, versus un groupe prise en charge et réglage de son ventilateur standard. Mais il y avait également une possibilité des stratifications en post-extubation, à savoir était offert la possibilité aux patients de recevoir soit de la CPAP, soit de l'oxygène standard. Et donc, au total, on compare différentes stratégies paires et également post-opératoires. Au global, quand on regarde ce que donne cette étude sur encore quelques mille patients, la stratégie incluant un réglage personnalisé de la pression de fin d'expiration positive en complément de manœuvre de recrutement alvéolaire en péropératoire assorti d'une prise en charge un peu personnalisée de l'oxygénothérapie à post-extubation par rapport à une prise en charge conventionnelle, améliorer le pronostic jugé sur une diminution des complications pulmonaires post-opératoires. Donc ça, c'était de la chirurgie abdominale. Ils ont fait la même chose à peu près en chirurgie thoracique, avec cette fois-ci non pas CPAP et oxygène standard en post-extubation, mais OHD versus oxygène développé au travers d'un masque venturi en post-extubation. Mais sinon, la finalité était la même. Et encore une fois, après chirurgie thoracique, il semblerait en tout cas les résultats de cette étude vont dans ce sens-là, qu'une stratégie permettant ou incluant une personnalisation du réglage de la pression de fin d'expiration positive après réalisation d'une manœuvre de recrutement alvéolaire en complément d'une oxygénothérapie qui est elle-même personnalisée selon les besoins du patient en post-extubation, s'assortissent après chirurgie thoracique d'une réduction des complications pulmonaires post-opératoires. Alors quand on regarde les niveaux de PEP utilisés dans cette étude, la éprouve OLV, donc en chirurgie thoracique, vous voyez qu'il y a majoritairement un niveau moyen de PEP aux alentours de 6-8 cm d'eau qui a été utilisé, mais il y a également des patients qui ont pu avoir des niveaux beaucoup plus bas ou des niveaux beaucoup plus élevés de PEP. Et encore une fois, c'est tout l'enjeu que d'essayer de définir pour le patient donné, celui dont je m'occupe concrètement au bloc opératoire, quel est le niveau optimal de pression de fin d'expiration positive dont il va avoir besoin. Alors, on pourrait faire bête et méchant en disant la grande majorité de ces patients avaient entre 6 et 8 cm d'eau de pression de fin d'expiration positive, donc peut-être que ça pourrait convenir, mais peut-être que c'est trop. Peut-être que le patient dont je m'occupe, il n'a pas besoin de 8, il a peut-être besoin que de 4 ou de 5, ou au contraire, peut-être que 6 c'est insuffisant et qu'il faut que je monte à 8, à 10 ou à 12 cm d'eau. Et donc, encore une fois, même dans ces études, à partir de ces études-là, il est difficile, voire impossible, d'identifier un point unique de PEP qui pourrait convenir à chez tout le monde. Et donc, il va falloir, encore une fois, s'adapter à la situation clinique et aux patients concrètement dont on s'occupe. Alors, comment on peut faire ça ? Comment on peut faire ça ? C'est comme d'hab, c'est une histoire de compromis entre ce que l'on veut réaliser et ce que l'on est prêt à accepter. C'est vrai dans la vie et c'est vrai par exemple aussi pour le réglage de la pression de fin d'expiration positive. L'idée étant, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter en termes de distension potentielle ? Parce qu'encore une fois, gardez en tête que si vous majorez le niveau de pression de fin d'expiration positive, vous allez exposer le patient, ou en tout cas ses poumons, à une possible distension des zones qui sont les plus correctement aérées. Et qu'est-ce qu'on est capable d'accepter en parallèle en termes de non-réaération de zones qui sont déjà collabées. Et donc c'est cette espèce de compromis qu'il va falloir essayer de s'appliquer et à la question à laquelle il va falloir essayer de répondre. Et la seule façon de faire, c'est de procéder à une titration. Alors sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez en quoi consiste une titration. Donc on part dans l'exemple d'une pression de fin d'expiration positive à 20 cm d'eau, puis on diminue progressivement la pression. Je suis désolé de ne pas avoir de... Ah si, j'ai un petit machin. On part de 20 cm d'eau, puis on passe à 18, 16, 12 et ainsi de suite jusqu'à 4 cm d'eau dans l'exemple. Et en parallèle de cette diminution de PEP sont mesurés notamment deux éléments, la distension, c'est les petits carrés en noir, et d'autre part l'évolution de la compliance. Et donc vous voyez qu'au départ on est à 20 cm d'eau, la compliance est ici, on est au maximum de la distension. Évidemment quand on applique des niveaux aussi élevés de pression de fin d'expiration positive, on génère une part de distension, puis quand on va progressivement lâcher la pression, un peu comme ce que vous observeriez dans un ballon baudruche que vous avez gonflé au maximum de son élasticité, progressivement on va regagner de l'élasticité, et donc on a la compliance qui va progressivement réaugmenter, on va y revenir, et la distension qui va également progressivement diminuer. Et puis il y a un point
qui a été matérialisé, donc vous voyez par cette flèche en gris, qui pourrait constituer le compromis acceptable dans la situation clinique donnée, où on n'est pas peut-être au maximum de ce que l'on pourrait avoir en termes de compliance, mais on n'est pas non plus au minimum en termes de distension. C'est ce que l'on pourrait considérer être un compromis acceptable. Alors, ça a été testé et évalué dans plein d'études. Je vais vous en présenter quelques-unes. Mais à chaque fois, la méthodologie est la même. On réalise une manœuvre de recrutement alvéolaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça va être discuté dans la présentation qui suivra. Et puis, au décours de la manœuvre de recrutement alvéolaire, qui a servi à réouvrir tout ce qui pouvait être réouvert, on va tester le système en commençant d'une PEP haute en allant vers une PEP basse. Alors, il ne faut pas forcément commencer à 20 ou 24. Hein, ça, c'est des exemples. Et on va tester et essayer d'identifier quel est le point de PEP permettant d'obtenir la compliance la plus élevée. Alors ça peut être fait de façon manuelle. Aujourd'hui, les ventilateurs d'anesthésie notamment le font de façon totalement automatisée. Que vous travaillez avec un industriel A ou un industriel B, tous le proposent de façon totalement automatisée. Et ça va permettre d'identifier le point de PEP optimal de façon assez simple. Quand on met ça en parallèle d'autres informations, le point de compliance optimal par rapport à la meilleure oxygénation, le moindre espace mort, on est à chaque fois dans des zones qui se situent aux alentours donc, de ce que l'on peut identifier au travers de la simple analyse de la compliance. Alors ça, c'est pas nouveau. Hein. Peter Sutter, en 1975, l'avait déjà testé. Donc le concept consistant à identifier le point de PEP optimal sur la base d'une modification de la compliance. On a un faisceau de données ou une quantité de données le supportant qui est assez robuste. Et encore une fois, c'est ce qui vous est proposé de faire au bloc opératoire avec les ventilateurs d'anesthésie et les procédures de recrutement automatisé. Dans l'étude iProve OLV, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Vous voyez qu'ils faisaient une manœuvre de recrutement alvéolaire ici, puis ensuite ils faisaient un décrément progressif de PEP. Alors attention, quand on fait ça, par définition, on va descendre en dessous du point critique de fermeture, c'est-à-dire que le système va se refermer, le ballon baudruche va se réaffaisser, et une fois qu'on a défini quel était le point de PEP optimal, il va falloir de nouveau réaliser une manœuvre de recrutement alvéolaire pour cette fois-ci partir sur une ventilation incluant une pression de fin d'expiration positive qui sera réglée avec la PEP qui a été préalablement identifiée comme étant optimale. Alors, les recommandations, elles disent qu'il faut faire ça, mais pas en se basant sur la compliance. Ce qui a été retenu par les recommandations, c'est d'utiliser la pression motrice. Il a été retenu d'éviter, en tout cas, une augmentation de la pression motrice dans le réglage de la pression de fin d'expiration positive. C'est un peu la même chose. Hein. Si vous vous souvenez de ce qu'est la pression motrice, c'est la différence entre la pression de plateau et la pression de fin d'expiration positive. Ça n'est ni plus ni moins qu'une valeur qui vous renseigne sur l'élasticité de votre système thoraco-pulmonaire. Donc la pression motrice, c'est un équivalent de la compliance, à ceci près que vous avez un accès assez direct à une information qui est peut-être plus simple à aller chercher. En tout cas, la simple soustraction de la PEP par la PEP vous donne l'information. C'est ça, en tout cas, que les recommandations vous proposent de cibler les évolutions de la pression motrice et d'essayer de titrer la PEP sur la pression motrice. Alors, quand on regarde la littérature, je ne vais pas vous présenter toutes les études, ça sera un peu rébarbatif et un peu long. Et puis, Jean-Michel va me taper sur les doigts, parce que je vais dépasser. Tu vas dépasser le topo lucide, tu veux dire? Non, bien sûr que non. Bref, quand on regarde dans la littérature, les études qui ont été réalisées en chirurgie cardiothoracique et en chirurgie non cardiothoracique, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Alors, il n'y a pas non plus des centaines et des centaines d'études, mais enfin, en tout cas, le message global, c'est que ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher, cette histoire de titrer le réglage du ventilateur sur la pression motrice. En tout cas, quand on met en commun la totalité de ces études, qui à chaque fois sont des études qui ont inclus peu de patients, il faut être honnête, hein, donc c'est probablement des études qui mériteront d'être confirmé. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que quand on regarde quels étaient les réglages des ventilateurs dans chacune de ces études, et notamment les niveaux de PEP qui étaient utilisés dans le bras pression motrice guidée, enfin ventilation guidée par la pression motrice, pardon, vous voyez que c'est très hétérogène. Ça va de 5 cm d'eau pour cette étude-là à plus de 10 ou 13 même pour celle-ci. Donc encore une fois, imaginez qu'on va pouvoir s'en sortir en donnant ou en appliquant le même niveau de pression de fin d'expiration positive chez tout le monde, ça n'est pas possible. Et toutes les études d'individualisation, que l'on utilise la pression motrice ou la compliance, vous permettent justement de vous adapter et de donner ou de régler le bon paramètre pour le bon patient. Alors, est-ce qu'on peut se servir de la pression motrice comme une information de sécurité ? C'est une question à laquelle, en tout cas, l'étude IMPROVE 2 a essayé de répondre. Et je vous remercie, Lillois, que vous êtes, encore une fois, bien chaleureusement pour votre participation plus qu'importante dans l'étude IMPROVE 2.
Dans cette étude, on a essayé d'évaluer si on pouvait utiliser la pression motrice comme étant une information permettant de titrer la PEP la plus élevée possible sans dépasser un certain niveau de risque. Alors pour ce faire, on avait quand même mis quelques petits garde-fous et on avait décidé de ne pas aller au-delà de 15 cm d'eau de PEP. On parle de patients de bloc opératoire, donc c'est des niveaux de PEP qui sont assez importants. Et on s'était fixé comme objectif de ne pas dépasser une pression motrice de 13 cm d'eau. Alors, on pourrait discuter à l'infini du pourquoi 13. En fait, je ne le sais pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de vraies études robustes qui permettent de dire c'est 13 la bonne cible, ni 14, ni 15 d'ailleurs. En tout cas, dans la méthodologie de l'essai, on avait dit on ne dépassera pas 13 cm d'eau de pression motrice. Et on avait comparé donc cette stratégie, incluant un petit VT, une PEP guidée sur la pression motrice et des manœuvres de recrutement par rapport à une stratégie contrôle consistante à utiliser finalement une PEP fixe de 5 cm d'eau chez tout le monde. Et on regardait ce que ça donnait sur un critère de jugement qui était de l'insuffisance respiratoire aiguë ou de la mortalité en post-opératoire. C'est des patients opérés de chirurgie urgente qui avaient un risque particulier d'insuffisance respiratoire en post-opératoire. Et comme vous le voyez, absolument aucune différence, voire un bénéfice même, peut-être, même si la différence n'était pas significative sur le plan statistique, à la stratégie contrôle, à savoir donc celle qui consiste à utiliser une PEP fixe de 5 cm d'eau et non pas une stratégie utilisant la pression motrice pour guider le réglage de la pression de fin d'expiration positive. Alors c'est vrai que c'était un petit peu surprenant, alors qu'on a voulu regarder un petit peu plus en détail quels étaient les résultats pour pouvoir essayer de trouver quelques explications. Alors quand on regarde de façon longitudinale, il y a objectivement des différences de pression motrice entre les deux groupes, et c'est vrai que le bras intervention a une pression motrice qui est un petit peu plus basse, en valeur médiane en tout cas, qu'elle ne l'est dans le bras interventionnel. Quand on regarde les valeurs les plus basses et les plus hautes enregistrées dans chacun des deux groupes, c'est pareil, il y a des différences, avec des pressions motrices, encore une fois, qui sont plus basses dans le bras interventionnel que dans le bras contrôle. Mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi est-ce qu'on a observé ce résultat. En fait, une partie de la réponse, elle est là. C'est que vous voyez que dans le bras interventionnel, comme dans le bras contrôle, un certain nombre de patients, c'est les barres en vert, ont été exposés à des niveaux de pression motrice excédant 13 cm d'eau, malgré donc, ce qui était a priori la stratégie retenue par le protocole. Et quand on analyse en sous-groupe ce qu'il en advient, les patients qui ont été exposés à des pressions motrices supérieures à 13 cm d'eau ont, quel que soit le bras contrôle ou bras interventionnel, un surrisque assez net de développer le critère de jugement principal, à savoir donc l'insuffisance respiratoire aiguë ou l'événement mortalité dans les 30 jours post-opératoires. Donc je ne sais pas si 13 est la valeur à retenir. Peut-être que ce n'est pas, encore une fois, la valeur qu'il va falloir retenir pour tout le monde. Peut-être qu'il faut aussi personnaliser ou individualiser la cible. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous avez un réglage qui s'assortit d'une pression motrice qui doit être élevée ou très élevée, il y a sûrement une vraie logique à essayer de changer le réglage pour la faire baisser, parce que le fait est que exposer un patient à des niveaux de pression motrice au-delà de 13, en tout cas dans cette étude c'était 13 le cut-off, c'est assorti d'un surrisque assez clair d'événements indésirables jugés encore une fois sur de l'insuffisance respiratoire ou de la mortalité. Alors est-ce que les pressions statiques et la pression de plateau, et donc par définition la pression motrice, sont l'alpha et l'oméga? Probablement pas. Probablement pas, et vous le savez certainement tous aussi bien que moi, puisque ce que vous allez enregistrer comme pression ou mesurer comme pression à la sortie de votre sonde d'intubation, c'est ce que le ventilateur va générer pour délivrer le volume que vous lui avez demandé de délivrer si vous travaillez en ventilation en volume contrôlé. Et ça présuppose donc, vous savez, de délivrer un volume de 500 ml par exemple, d'expandre le poumon, mais également la paroi thoracique du patient. Et donc il y a une quantité de pression qui est ni plus ni moins que la résultante de l'élasticité de la paroi et pas uniquement de l'élasticité du poumon. Et ce que l'on mesure sur un ventilateur d'anesthésie, c'est l'élasticité du système thoraco-pulmonaire dans son ensemble, pas uniquement celle du poumon. Et donc, de fait, chez des patients qui ont des élasticités pariétales qui sont modifiées, des patients qui ont un épanchement pleural, les patients qui ont une augmentation des pressions intra-abdominales, comme ça peut être le cas en chirurgie cœlioscopique ou en chirurgie robot-assistée, la pression de plateau et par définition la pression motrice peut être également un faux ami, et peut-être que dans ces situations-là, les valeurs de 13, encore une fois, peut-être, doivent être également réfléchies, parce que de fait, on risque de faire des bêtises si on ne se tient qu'à ces informations-là. Alors, juste pour conclure, essayer de répondre à la question qui m'était posée. Hein ? Ce serait pas mal si tu répondais à la question.
Vous voyez, j'ai pas de vraie réponse en fait. C'est ça la magie du truc. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, et je crois que c'est par là que j'ai commencé, si on doit se féliciter d'une chose, et je ne cesse de m'en féliciter tous les jours, c'est qu'on ne voit plus sur les ventilateurs des PEP à zéro. Alors peut-être que dans certains coins très très reculés qui n'ont pas eu accès à aucune information, ça peut encore arriver. En tout cas, moi, depuis que j'ai pendu 2-3 internes, ça ne se fait plus dans mon hôpital, en tout cas. Il n'y a plus de PEP à zéro sur les ventilateurs. La seule, peut-être, en étant totalement honnête, ce que je suis toujours, hein, bien sûr, contrairement à Jean-Michel, honnête, j'entends. La seule chose, peut-être, où je pondérais peut-être un peu le propos, c'est la crise d'asthme aigu. Si vous devez avoir un patient en asthme aigu grave, peut-être que là, il va peut-être falloir être prudent sur la PEP et que peut-être transitoirement, on peut se permettre de mettre 0 de PEP. Mais à l'exception de ces situations-là, il n'existe aucune situation clinique, à ma connaissance en tout cas, qui justifierait qu'on mette 0 de PEP. Donc bref, toujours est-il qu'il n'est plus recommandé de faire ça. Il est vrai aussi, et ça c'est bien entré dans les mœurs, qu'il faut baisser son volume courant par rapport à ce qui était historiquement proposé, les fameux 10, 12, 15 millilitres de poids idéal théorique de VT. Aujourd'hui, tout le monde a bien en tête qu'il faut baisser le volume courant. En revanche, si vous faites que ça, et malheureusement des fois on ne voit faire que ça, vous acceptez aussi le risque d'une perte d'aération, puisque vous allez générer du dérecrutement en baissant votre volume courant, et donc ça présuppose obligatoirement et de façon indissociable avec le reste de la stratégie que vous réfléchissiez au bon réglage de la pression de fin d'expiration positive en parallèle. Il y a, de mon point de vue, absolument aucun rationnel physiologique, il n'y a aucune façon de répondre de façon claire à quelle serait la valeur unique de PEP que l'on pourrait appliquer chez même ne serait-ce que 60 ou 70% de la population des patients. Je n'en sais rien. Et de répondre à cette question de façon très catégorique, c'est sûrement vous répondre une grosse bêtise. Donc il n'y a pas d'autre façon que de faire de la titration, de la médecine personnalisée. Je ne sais pas si c'est vraiment de la médecine personnalisée, mais en tout cas c'est de l'individualisation du réglage à la situation clinique. Tenant compte de la position du patient sur la table d'opération, et ça ne sera pas la même chose s'il est en décubitus dorsal, s'il est en proclive, s'il est en position de trend, ça ne sera pas la même chose si vous faites de la chirurgie en position ventrale, et donc il n'y a pas, encore une fois, de moyen simple de répondre à la question du quel est le niveau de PEP optimal, et donc la seule façon de faire, c'est de titrer le traitement, et donc de titrer le réglage de votre pression de fin d'expiration positive, idéalement après une manœuvre de recrutement alvéolaire, mais encore une fois, on va en discuter juste après, et encore une fois, probablement plus en utilisant une procédure décrémentielle qu'une autre façon de faire, de façon à aller identifier le point d'élasticité optimal. Voilà, et puis le dernier message, j'espère l'avoir dit et l'avoir redit, attention à ne pas aller trop loin, de ne pas pousser trop sur le poumon. Certes, vous allez pouvoir être délétère également en termes de surdistension, mais attention également aux répercussions, au risque de répercussions hémodynamiques. Donc attention à ne pas faire trop, ou en tout cas pas d'appliquer de niveau de PEP trop haute sans prendre un minimum de précautions en parallèle. Voilà, je vous remercie, puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, merci Manu, il n'y aura pas de questions. Et si vous avez des questions pour lui, il va boire une bière après le topo, donc pendant l'apéro, il pourra répondre aux questions. Non, plaisanterie mise à part, je vous propose qu'on discute les deux présentations en même temps, parce que c'est quand même très lié, et je sais que Lucie va respecter le temps, donc ça gommera un petit peu de ton excès de timing.